Swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Soirée avec mon cher Rust. On vient d'avoir des micro-cravates. On est tellement fiers qu'on voulait vous les montrer. Voilà. Et puis c'est surtout aussi que le chargeur de Canon nous a lâchés et qu'à Lyon, puisque nous sommes à Lyon, il est impossible de trouver un chargeur en moins d'une semaine de délai, comme il a lâché hier. Voilà dans l'embarras, mais on n'allait pas manquer quand même la preview de l'UFC on Fox number 1, on ESPN, pas ESPN+, ESPN 1 number 1, entre Francis the Predator Ngannou et Cain Velasquez. Je suis extrêmement excité. Pourquoi ? Parce que mon cher Ross, c'est un combat où on ne sait absolument pas ce qui va se passer. Et et on ne sait pas ce qui va se passer, et ça va être d'un côté ou de l'autre, dans le sens où ça ne devrait pas être serré. Ouais, probablement pas. Parce que, en plus, alors pour la petite histoire, c'est le premier événement sur ESPN. Et on se souvient que le premier événement sur Fox, qui ressemblait beaucoup au niveau du match-up entre Cain Velasquez, bizarre, et Junior Dos Santos, s'était soldé par une patate interstellaire au bout de 1 minute de Junior Dos Santos. Donc on ne sait pas si on est, si on est superstitieux, on peut déjà commencer à regarder des petites stats comme ça. Alors après, effectivement, c'est clair. Francis Ngannou, il a le puncher's chance, mais quel puncher's chance. Clairement. Donc dans le premier round, mais même, on l'a vu contre Miocic, après, il garde cette chance de mettre KO Cain Velasquez. Cain Velasquez, il peut nous faire ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire rouler sur ses adversaires, comme il l'a fait avec Junior Dos Santos sur le second et troisième combat, comme il l'a fait avec Antonio Silva, comme il l'a fait avec Nogueira, avec en fait tous ses adversaires, sauf grosso modo Werdum et Dos Santos, le premier du nom. Donc ça devrait effectivement être... C'est pour ça que tu as raison que c'est excitant, c'est que ce sera probablement pas serré, mais on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Et surtout, ce qui est excitant, c'est que mine de rien, d'un côté, on a Francis qui est à un combat du title shot, et Cain Velasquez, l'un des plus grands, sinon le plus grand heavyweight de l'histoire, si je veux me lancer dans dans ce genre de hot take. Voilà, exactement. Mais donc c'est extrêmement intéressant, puisque vraisemblablement le vainqueur aura droit au title shot ou s'en rapprochera, puisqu'il y a quand même Daniel Cormier qui est champion. Cain Velasquez, ça fait 3 ans qu'il n'a pas combattu. Mais quand Cain Velasquez combat, c'est le top du top. Et là aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait 3 ans qu'il n'a pas combattu, dont une année où c'était quand même pour s'occuper de sa famille, des accords avec l'UFC sur son contrat. Donc c'est vraiment 2 ans de blessure, notamment dû à ses entraînements assez dinguissimes, et une année pour se préparer, dans le sens se préparer pour sa famille, contrat avec l'UFC, et préparer Daniel Cormier, qui est quand même devenu entre-temps champion heavyweight de l'UFC. Donc bon. Alors après, c'est vrai que d'un autre côté, on peut aussi le voir en termes de... Là, du coup, ça fait 2 ans et demi, 3 ans qu'il n'a pas combattu. UFC 200. UFC 200, mais d'un autre côté, alors pour ce qui est des blessures, donc c'est sûr que de toute manière, il avait un corps qui était cassé. Tout à fait. Donc après les 3 ans là qui lui ont été, c'est pas alloué, il était obligé de les prendre. Il a, à mon avis, il s'en est... Je peux pas le voir autrement. Il s'en est servi pour justement soigner toutes ces vieilles blessures, pour essayer de reprendre des méthodes d'entraînement beaucoup plus saines par rapport à l'impact que ça aura sur son corps. Et puis d'autant plus que A.K.A. qui avait, il y a quelques années, une réputation un peu merdeuse de club dans lequel tout le monde se blessait tout le temps. Et c'était vrai à une époque. Ça ne l'est plus depuis quelques temps. Ça ne l'est plus. On n'a plus autant même quasiment plus de blessures, à part Rockhold. Cormier, en réalité, il combat très régulièrement. Khabib, il n'est plus du tout autant blessé qu'il ne l'était au début. Donc, à mon avis, justement, il y a maintenant chez eux peut-être une expertise du fait qu'ils aient été particulièrement visés par les critiques, mais aussi parce qu'il y avait des blessures, c'est clair. Donc, Cain Velasquez, c'est possible qu'il revienne paradoxalement au top de sa forme. Alors, d'autant plus que pour moi, Cain Velasquez, avec A.K.A., je le vois presque comme Tyson Fury dans le sens où Javier Mendez, qui est le coach et le head coach de A.K.A., qui est vraiment un très très bon. Et je vois mal Cain revenir si Javier Mendez ne l'a pas approuvé comme étant à 100%, ou en tout cas vraiment prêt pour un vrai retour.
Moi, j'ai confiance. On l'a vu avec Travis Brown, après un an de hiatus. Oui, c'est ça, il a l'habitude aussi. Il a l'habitude des blessures aussi. Même contre Verdum, alors certes, c'était donc ça s'est gâté au bout du deuxième round, mais au premier, il a fait ce qu'il fait de mieux. Il marchait sur Verdum, c'est juste qu'il s'est rattrapé par l'altitude. Et même contre Verdum, ça faisait un an et plus qu'il n'avait pas combattu. Donc il a l'habitude en fait, il sait exactement comment faire pour revenir au plus haut niveau. Donc pour ce qui est de Cain Velasquez, attendons-nous, je pense en tout cas, avoir un très très gros Cain Velasquez. Après, et je vais pas partir en monologue, t'inquiète, mais puisqu'on parle, donc on a parlé de ce qu'on ne savait pas, comment ça allait se passer, ce qu'on sait aussi, c'est il y a quand même quelques convergences qui font que les planètes ont l'air de un peu s'aligner quand même pour Francis. C'est que déjà, il s'est entraîné là sur tous ces derniers combats à résister à des lutteurs. Ouais. Alors certes, les mauvaises langues diront que contre Miocic, alors ils étaient où les fruits de l'entraînement? Bon bah là c'est pas juste de dire ça. Il était sur une pente ascendante, il avait une confiance comme celle qu'ont les gens qui n'ont pas encore connu une mauvaise gestion du combat aussi. Une mauvaise gestion du combat. C'est de ce combat-là qu'il a tiré les leçons. Donc là, ce serait, je pense, un peu mauvaise langue de se caler sur le combat contre Miocic. Son combat contre Lewis, je pense que ça vaut pas vraiment le coup d'en parler, si ce n'est pour dire qu'au moins, je pense qu'on n'aura pas cette version d'Ngannou. Il est passé outre ça. D'ailleurs, pour notre ami Black Hammer, ce combat n'a pas existé. Voilà. Donc, en tout cas, il a existé le combat et on peut au moins être sûr d'une chose, c'est que c'était la pire version d'Ngannou possible, mais on ne l'aura plus. Il en a tiré les leçons, il le dit lui-même. Donc voilà, on peut cocher les cases de ce qu'on n'aura probablement pas. Contre Curtis Blades, on a vu ce que c'était un Ngannou qui... Il garde la même puissance de cœur de toute façon, même s'il ne met pas beaucoup les hanches, s'il fait juste un geste ou un truc comme ça, de toute façon, il a un pouvoir magique, grosso modo. Quand il touche, de toute façon, il tue. Donc, on l'a vu contre Curtis Blades, il a su gérer un peu plus le combat, il n'était pas complètement en mode berserker où il avance et il ne réfléchit pas, etc. Il a gardé les distances. D'ailleurs, c'était peut-être une erreur d'ailleurs Curtis Blades de laisser autant de distance et de ne pas mettre la pression parce que au bout d'une minute, c'était terminé. Donc, on a un Ngannou qui, depuis quelques combats, a mis probablement beaucoup l'emphase sur la lutte dans ses camps d'entraînement parce qu'il n'a affronté que des lutteurs. Et il bénéficie aussi, il sait ce que probablement il ne faut pas faire, c'est-à-dire qu'il s'est entraîné en France et avec Fernand Lopez, il a probablement dû décortiquer les combats entre Velasquez et Dos Santos. Je suis en monologue, c'est pour ça que tu te marres. Vas-y. Attends, donc je finis juste en disant, donc avec Fernand Lopez et toute la team de MMA Factory, il a probablement décortiqué justement les combats Velasquez-Dos Santos pour savoir ce qu'il ne fallait pas faire. Et je terminerai juste en disant que j'ai revu le combat Dos Santos Velasquez 3 et il y a vraiment des trucs que Ngannou peut faire mieux que Dos Santos et j'en suis persuadé. Dos Santos, il était... Vas-y, excuse-moi. Là, sinon, je pars, mais dans les étoiles. Ah là, il part. Il était parti. Et ce que je voulais ajouter, en fait, c'était pour rebondir à ce que tu as dit sur Stipe Miocic, donc il y a 15 minutes. Oui. C'était en fait ce que je trouve bien aussi, c'est qu'avec cette défaite contre Stipe Miocic, il a connu le côté je me noie, je sombre face à la lutte d'un adversaire. Exactement ce que Cain Velasquez fait. C'est vraiment le mec vous submerge avec son rythme. Au bout d'un moment, vous êtes complètement perdu. Ouais. Et là, vous n'en ressortez plus. Et c'est ce qui s'est passé pour Francis dans le combat contre Stipe Miocic. Et moi, je trouve que c'est une très bonne chose donc qu'il y ait eu cette défaite-là, parce qu'on en a parlé. Cette défaite a énormément suivi Francis, parce que même contre Curtis Blades, on en parle à nouveau du contre le lutteur. Il y avait eu, comme tu as dit, le combat contre Lewis qui ne nous avait pas du tout rassuré. Pour Francis, il n'avait rien appris finalement sur ce combat-là. Donc là, contre Cain, il a vécu vraiment ce côté... On va être submergé par la lutte et même Fernand Lopez va pouvoir lui rappeler, et je pense lui a rappelé de Francis, il faut qu'on applique le game plan parce que sinon ça va faire un Stipe Miocic bis et tu ne veux vraisemblablement pas voir ça parce que à la différence de Stipe, là il y a quand même vraiment moyen que tu te fasses finir. Donc moi, ce qui aussi, comme tu dis, il y a moyen que Cain se fasse finir parce que Cain, il faudra qu'il soit vraiment dans son A-game de chez A-game parce qu'il suffit de laisser un tout petit peu d'espace à Francis, c'est vraiment ça. Francis, il peut perdre le combat, il peut galérer en lutte, mais je pense que tu vois, la lutte comme la lutte de Cain n'est pas aussi explosive que Miocic. C'est une lutte de sape. Exactement, c'est une lutte de sape. Et contre un mec comme Francis Ngannou, qui est grosso modo le gars le plus puissant de l'UFC, il suffit de laisser un tout petit peu d'espace et là, ça peut être sanction. Et pour moi, sur un combat qui plus est de 5 rounds,
où je pense que si Cain Velasquez peut finir Francis, ce sera, je pense, 3e, 4e round. Il y a quand même le temps pour Francis, tu vois, de réussir à placer sa droite. Et d'ailleurs, Javier Mendez l'avait expliqué, avait dit que pour lui, c'était le combat le plus difficile pour Cain, parce que certes, Cain est meilleur dans tous les domaines, mais il se retrouve face à un gars qui peut vous finir en une seule touche. Et ça, c'est le head coach de Cain Velasquez qui a dit ça. Donc, ce qui fait que c'est extrêmement difficile pour tout le monde à pronostiquer. Et quand j'avais parlé à Fernand Lopez, il avait aussi dit, Francis, il peut finir n'importe qui. Ah, c'est clair. C'est clair, et alors en plus de ça, moi ce qui me rassure beaucoup quand j'entends Francis et quand j'entends tout ce qui fourmille à côté de Francis, c'est que il a vraiment l'air, là, si on lui redonne le combat contre Miocic, il y va direct. Ouais. Il a vraiment, moi ça me rassure tellement déjà qu'il ait pris par exemple, tu vois, le combat contre Curtis Blades 2, alors que vraiment c'était pas du tout dans son intérêt en fait, hein. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui se mettaient contre cette idée-là et il l'a fait pourtant et il a passé le test vraiment sans aucun problème. Mais d'ailleurs, il a gagné, personne n'en a pas en waouh. Voilà, exactement. Ouais. Donc comme quoi, bon, c'est pas juste, mais d'un autre côté, au moins, il prouve tous les détracteurs, il prouve faux, il prouve merde, enfin. En tout cas, il leur prouve qu'ils ont tort. Voilà. Et du coup, moi, ça me rassure énormément de voir ça de la part de Francis, de voir qu'il recule pas, mais pas du tout devant le challenge qui devrait lui faire le plus peur. Et ça, vraiment, ça me rassure énormément. Et donc aussi, non seulement on peut qu'être d'accord avec Javier Mendez par rapport à ce que tu viens de dire, que de toute façon, il est tellement dangereux à n'importe quel moment du combat que c'est un cauchemar pour tous les heavyweights. Mais en plus de ça, là, ça. Le combat que j'ai regardé, donc Cain Velasquez Dos Santos 3, où en gros, dans les 30 premières secondes du combat, Velasquez, il a déjà clinché, fait un single leg, il a déjà mis des uppercuts contre la cage, il essaie de te noyer dès les premières secondes. Mais les réactions de Dos Santos, à mon avis, il y avait vraiment... Évidemment, je dis ça... qui suis-je, tu vois? 5 ans plus tard, le mec vient ramener sa science. Voilà, mais il y avait vraiment... En gros, tu le sens même dans les 2 premières minutes où justement Dos Santos était censé être le plus discipliné, mettre le mieux son game plan, en exécution, exactement. Et ben même dans les 2 premières minutes du combat, il commençait à mettre des énormes crochets, bras larges, etc. Et il était aux fraises dès le début. Et ça, je pense vraiment que Dos Santos, que Ngannou peut tellement mieux faire que ça. Il a une boxe, on l'a vu, qui peut être tellement fluide. Ouais. Il n'a même pas besoin de forcer, de mettre des énormes parpaings comme il a essayé de faire dans le premier combat contre Miocic. S'il est juste un peu fluide, hop, des petits, des petites feintes, des coups assez courts, des directs, etc., juste un peu rapide, sans s'engager à mort, et ben à mon avis, de toute façon, comme il n'a pas besoin pour terrifier Cain Velasquez, il ne sera pas terrifié psychologiquement, mais en tout cas, pour vraiment faire douter Cain Velasquez, il n'a pas besoin de grand-chose. Hein. Un tout petit jab d'Ngannou, c'est déjà de toute façon, il creuse un trou à l'arrière de la tête. Et je pense que dans tous les cas, dans ce que Javier Mendez a mis en place, c'est cette alerte-là du surtout, ne te laisse pas prendre par ça, ne joue pas, parce que on en avait parlé aussi précédemment, parce que c'est le petit problème de Cain, c'est qu'il est joueur, le petit Cain. Et là, avec Francis, s'il est joueur, ça peut très vite être sanctionné, parce que justement, il y a toujours ce côté, il suffit d'un coup pour que ça se passe très mal pour toi. Et je pense que Javier Mendez, évidemment, un peu à la manière de Khabib, de ce qu'il a fait contre McGregor, il a attendu le 3e round pour prendre un peu des risques et qu'il n'y ait pas ce côté sanction potentielle immédiate. Et c'est vrai que Cain Velasquez, il a quand même... C'est ce qui fait sa légende aussi, mais il est connu pour... En gros, dans un combat, ce que va faire Cain Velasquez, c'est il passe la première, il passe la seconde, il passe la 3e, et tout ça en 30 secondes, et après, il ne rétrograde jamais. Il te spinning back kick, il te pressure comme jamais il va rétrograder Cain Velasquez. Il est connu pour ça, il est connu pour vouloir vraiment complètement noyer et dominer un adversaire, mais voilà, en jouant, c'est-à-dire jouant entre guillemets, mais il va rester debout pour te mettre la pression debout et en même temps te mettre la peur du takedown. Il va te mettre la pression constamment, mais en jouant dans tes forces. On l'a vu contre Dos Santos, il n'avait pas peur de rester debout pour vraiment lui prouver que dans tous les domaines, il allait lui marcher dessus. Et ça, effectivement, donc ça, on peut pas savoir quelle version de Cain Velasquez on aura, on a dit, mais c'est la version de Cain Velasquez qu'on a eue pendant toute sa carrière. Même quand il a fait, son combat contre Fabricio Verdum en altitude, alors que probablement, Javier Mendez lui avait dit « Vas-y peut-être un peu plus mollo parce que tu n'auras pas le cardio ». C'est impossible. C'est dans le disque dur de Cain Velasquez, c'est « Ok, je monte en 4e et après, c'est tout chousse ». S'il le fait là encore contre Ngannou, et qu'il joue et qu'il reste debout,
Ça fait beaucoup de rimes en ou. Et ben dans ce cas-là, alors là, moi je ne réponds plus de rien. Bref, un combat extrêmement compliqué à pronostiquer, mais on va quand même s'y atteler parce que les gars, vous vous moquez, mais on est à l'équilibre. Hein. On est à l'équilibre en 2010. On a eu faux sur Cerudo Dillashaw. Ah ouais. On a eu faux sur Pico contre notre ami. Comment s'appelle-t-il Corrales. On a eu bon sur Bader Fedor. Et on a eu bon sur Adesanya Silva. Alors les gars, là on va essayer de passer au-dessus des 50% avec donc ce Ngannou Velasquez. On attend aussi vos pronos, attention. Parce que, on va pas déconner. Et on avait aussi une question, j'en profite. Comme c'est avec l'iPhone, on ne peut pas revenir dessus, mais c'était une question, c'était quel serait votre pronostic? Est-ce que vous seriez excité à l'idée d'un combat Cain Velasquez-John Jones? Ouais, complètement. MeToo. Hashtag MeToo. Si Cain Velasquez gagne, bien évidemment. Gagne là contre Ngannou et qui gagne avec ce panache qu'on lui connaît. Exactement. Oui. Il lui faut un challenge comme John Jones. Ouais. Et réciproquement d'ailleurs. Et en plus, ce que j'aime bien avec ça, c'est qu'un mec comme Cain Velasquez, bien que heavyweight accompli, physiquement, je pense que c'est pas trop un problème pour John Jones. Et il n'y aura pas ce côté géant que, par exemple, un mec comme Miocic ou Ngannou, j'aurais énormément de soucis pour John Jones. Voire même, je serais à prendre avec des pincettes, mais je serais presque prêt à parier que le poids de forme de John Jones est au-dessus du poids de forme de Velasquez. Et si c'est pas au-dessus, c'est vraiment kiff-kiff. Ouais, tout à fait. Donc voilà, nous sommes excités à l'idée d'un combat. Mon cher Rust, pronostic? Moi, je vais dire... Et vous vous mouillez, les gars. Ouais, mouillez-vous, attention, bordel. Eh ben, je vais dire quand même... C'est compliqué. Parce qu'il a le cœur qui parle. Le cœur parle, et en fait, c'est compliqué parce que là, j'ai pas de mal à imaginer Ngannou se faire Wrestlefuck et Ragdoll pendant 5 rounds. Je le vois, ça peut arriver. Même chose. Mais je le vois aussi placé exactement. Un gros KO. Et je serais pas surpris. Parce que ça s'est déjà passé aussi. Exactement. C'est ce qui est intéressant avec ce combat, c'est que les deux scénarios pour les deux adversaires se sont produits dans le sens où il y a eu Stipe Miocic Ngannou et il y a eu Dos Santos Velasquez 1. Ouais. Donc à chaque fois, les deux scénarios parfaits pour chaque combattant. Et si on veut cocoricoter aussi, il y a eu le Cheikh Congo Velasquez avec deux knockdowns. Hein, quand même. Donc, il a perdu la fin. Oui, il a perdu. Mais après, voilà, c'est Cheikh Congo qui est une légende dans le MMA français. Les directs de Cheikh Congo qui sont déjà monstrueux, Ngannou, c'est encore la version de luxe. Donc, mais voilà. Donc, comme on peut voir les deux scénarios, mais qu'il faut se mouiller, eh ben moi, je vais dire... Oh putain. Je vais dire Ngannou, vainqueur. Je vais dire Ngannou, vainqueur. Et par KO second round. KO premier round. Même chose, KO premier round. Je pense que oui, même chose, KO premier round, mais il sera beaucoup moins agressif que contre Stipe Miocic. Est-ce qu'il ne sera pas un problème? Il n'a pas besoin d'être agressif pour mettre des KO de l'espace. De toute façon, je pense avec ce combat-là, ça va lui servir de leçon pour la fin de sa carrière, mais je pense qu'il va vraiment très bien gérer, saisir l'opportunité. Cain Velasquez va un moment se retrouver dans la ligne de mire, et puis ça va faire boum. Et je pense aussi que... de Franck Mir. Donc ouais, je pense KO premier round, parce que le deuxième, même si... Francis avait dit dans notre interview, on présente. Nous présentons tous nos plus sincères excuses pour le son, mais c'est vrai que le problème, c'était pas un problème, c'est que le seul moment pour le faire, c'était en plein entre deux entraînements, donc forcément, il y avait énormément de son, et malgré les 3 micros, ça prenait pas mal les sons extérieurs. Là maintenant, nous avons les micro-cravates, on a fait quelques tests dans des environnements bruyants, comme ce qu'il y avait la dernière fois pour Francis, il y aura quand même un petit peu de bruit autour. Mais bon, on essaye tant bien que mal de vous apporter du contenu de qualité. D'ailleurs, l'interview sera en description. Voilà. Et donc il a dit éteindre Velasquez au deuxième round. Ça, c'est le plan de Francis. Alors là, c'est largement possible dans le domaine des possibles. Largement possible. Mais après, moi, je pense quand même que le premier round pour Francis est quand même un petit peu plus, on va dire, favorable, parce que c'est vrai qu'un round, donc 5 minutes, de Cain Velasquez complet, ou comme tu as dit, qui aura déjà eu le temps d'accélérer un petit peu, je pense que le côté Francis si opportuniste et créatif, mine de rien, parce qu'on se souvient tous de son KO contre Overeem, et en réaction, tous ces sens-là qui font quand même un peu beaucoup de timing, de précision et de puissance, il sera un petit peu moins quand Cain a quand même commencé à mettre un peu la main sur toi et à te pressionner. À te presser comme un citron. Voilà.
Absolument. De toute façon, on en aura le cœur net très vite. Oui, parce que si c'est le Velasquez qu'on connaît qui débarque, tout à fait. Dans la première minute, on saura exactement ce à quoi risque de ressembler le combat. Donc ça va être... Voilà, Don't Blink. Oh, c'est compliqué quand même. Mais c'est tellement chaud, c'est vraiment... Ouais. J'espère juste que ça se terminera pas trop vite, quand même. Oui. Parce que j'ai envie de voir, même si ça dure que 4 minutes, let's say, j'ai envie de voir Ngannou qui arrive à gérer la pression de Velasquez. J'ai envie de voir Ngannou qui arrive à arrêter les premiers takedowns, ce qui est largement possible. Un cas de Velasquez, de toute façon, il est dans la durée plus que dans la... Exactement. Mais voilà, j'ai envie juste de voir... Et d'ailleurs, ça pourrait changer pas mal de choses. T'imagines si Francis arrive à stopper un takedown, 2 takedowns, 3 takedowns. Et ça, c'est possible, d'autant plus qu'il est tellement... Ce qu'il n'a pas en technique, il le compense en puissance. Oui, tout à fait. Et puis c'est un peu, mine de rien, la défense de takedown de Francis, c'est un peu ce qui passe son temps à taffer. Enfin, c'est grosso modo, pour Francis, le but de tout adversaire de Francis, c'est réussir à le mettre au sol. Et c'est ce que Stipe Miocic avait réussi à faire. Et on avait vu ce que ça avait donné. Donc aujourd'hui, et puis Francis sait exactement que sa lacune, c'est plutôt de ce côté-là. Donc, ouais. Ben voilà. Donc on verra bien, mais il y a beaucoup de raisons d'espérer. Passionnant. Premier combat de l'UFC sur ESPN, rendez-vous compte, en main event. Donc là, et en plus, ils font confiance à Francis. Donc Cocorico Cameroun. Ouais. Allez le Predator. Et puis n'hésitez pas à balancer vos commentaires. Et puis on fera le point. On fera le point dès lundi. N'hésitez pas à nous suivre parce que, mon cher Ross, il y a du lourd. Il y a du lourd qui arrive. Oh, si vous saviez. Est-ce qu'il y a du lourd? Et quand on dit il y a du lourd, généralement, d'ailleurs, on ne s'est jamais moqué de vous. Non. Et là, vous verrez, on est on point. Parce que les dernières fois qu'il y avait du lourd, c'était donc JSP et Carlos Takam. Là, voilà. Alors là, on va disons que ça, c'était la première. Oui. Là, comment on est en train de se. Ouais, mais il faut que les gens soient prêts. Il faut que les gens soient au courant. Il faut que les gens soient au courant que la semaine. Mais la semaine. Non. Je ne pas. Ok. Ça va arriver. Du lourd arrive. Ça va arriver. Et c'est en grande partie grâce à vous, donc merci. À la prochaine, n'hésitez pas, pouce bleu, abonnez-vous. Les pouces bleus. Pouce bleu. Allez, ciao. Soit.